pouvons donc lancer cette nouvelle séance de ciné-club IHP, Univers Convergent au Grand Action. Donc le ciné-club Univers Convergent nous est présenté, nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré et je suis ravie d'accueillir Jean-Philippe Uzan, directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Jean-Philippe, tu es ici chez toi, c'est un bonheur perpétuel de te recevoir une fois par mois et de travailler avec toi depuis 4 ans et demi. On peut applaudir Jean-Philippe. Merci beaucoup. Jean-Philippe est astrophysicien et entre deux observations de très lointaines planètes, il prend du temps, il consacre du temps à la programmation de ce ciné-club. Ne filmez pas tout ça, s'il vous plaît. Et c'est un plaisir de travailler avec toi sur ce ciné-club. Tu nous as proposé ce soir Jurassic Park. Évidemment, c'est le premier opus de la série, le meilleur, évidemment, réalisé par Steven Spielberg en 1993. Après, certes, d'autres films suivirent, mais n'eurent pas la qualité de ce premier. Hein. Tout à fait. Et puis en plus, oui, on va rien dire sur le film. On va en dire plein après. On va rien du tout sur le film. Bon, adapté d'une nouvelle de Michael Crichton et suivi de bien d'autres. On verra ça après. Alors, moi, j'ai vécu ce matin une expérience absolument extraordinaire dans cette même salle avec Jean-Sébastien Steyer. On va présenter nos deux invités comme ça, parce que venez juste comme ça, on vous présente. Donc aujourd'hui, on a deux invités. D'abord, Alice Le Breton, qui est généticienne. On parle un peu de génétique dans le film. Donc Alice va avoir la dure tâche d'endosser les habits de généticienne. Et elle travaille donc à l'INRA et tu travailles à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Donc on est tous sur la montagne en fait aujourd'hui, autour de la montagne Sainte-Geneviève. Et Jean-Sébastien Steyer qui a le métier dont tous les enfants rêvent, c'est d'être paléontologue. Et il travaille au Muséum d'histoire naturelle. Donc il y a bien des gens qui deviennent paléontologues en fait. C'est pas juste, ça s'arrête pas au passage au CEP. Tu nous expliqueras ça parce qu'en général, c'est ça. Il paraît que tu rêves d'être astrophysicien. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà, et ce matin, Jean-Baptiste, vas-y, tu vas raconter, j'étais pas là. Ce matin, Jean-Baptiste a mis le feu à la salle panoramique. Alors, nous avions exactement 96 collégiens issus de différents établissements. Et alors, au départ, évidemment, avant de lancer le débat, j'ai demandé, y a-t-il l'un d'entre vous qui veut devenir paléontologue? Et il y en avait un, au fond, qui a levé le doigt très décidé. Et les autres, après, quelques vocations se sont déclarées, et puis d'autres. Et à la fin, on avait une vingtaine de paléontologues en herbe. C'était fou. Et ils ont posé des questions incroyablement précises à Jean-Sébastien, des questions passionnées. On n'arrivait d'ailleurs plus à s'arrêter. Je leur disais, maintenant, il faut vraiment, c'est l'heure de la cantine, il faut vraiment y aller. Encore une question, s'il vous plaît. Et c'était incroyable. Et ils ont posé particulièrement des questions sur le clonage. Et donc, Alice, on a bien regretté que tu ne sois pas là. Mais là, tu vas peut-être répondre à ce type de questions ce soir. C'était incroyable. Ils étaient très documentés. Ils ont posé des questions incroyables. C'était incroyable hein, comme séance. Hein. Très bien préparés. Ils étaient très bien préparés, très motivés. Parce que j'ai quelques questions sur le bout des lèvres. J'ai envie de vous donner des exemples, mais en même temps, je veux évidemment vous laisser poser vos propres questions. Donc, on vous racontera après. Voilà. En tout cas, c'était passionnant. Moi, je t'aurais écouté pendant des heures, Jean-Sébastien. On va voir les dinosaures. On va voir les dinosaures. On posera des questions après. À tout à l'heure. I own an island off the coast of Costa Rica. I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. What do they got in there? King Kong? Welcome to Jurassic Park. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution.
possibly have the slightest idea You feel that? what to expect. Hold on to your butts. All major theme parks had problems. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Don't move. Must go faster. Bienvenue chez les mammifères. Donc en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, vous voyez que la science, c'est quand même plein d'émotions et de sport. C'est comme ça tous les jours dans les laboratoires, hein, vous vous en rendez pas compte? Non mais c'est vrai que c'est comme ça. Je ne sais pas si on commence par les petits ou par les gros. On commence par les dinosaures un petit peu. On commence un petit peu par les dinosaures et puis peut-être les petits clichés qu'on vient de voir aussi sur les paléontologues. Parce que Où trouvez-vous vos shorts? Parce qu'en fait, alors on n'a bien pas vos les shorts. mêmes. On n'a pas les mêmes, ça c'est sûr. Ah, c'est les Bon. paléontologues américains. Vous êtes... On a des pantalons parce que les shorts, quand on est en brousse, on peut se faire griffer facilement. Enfin voilà. Et puis on n'a rien contre les enfants, hein, non plus. Le chapeau? Le chapeau, ça dépend des affinités, des générations aussi. Je dis souvent aux étudiants que c'est pas le chapeau qui fait le paléontologue. C'est un petit peu le mythe aussi du fouet. La balayette, c'est... Alors, la brosse, effectivement, on a toujours notre petite brosse sur nous. C'est vrai. Le marteau de géologue aussi, on l'a. On reconnaît d'ailleurs le marteau de géologue de type Eastwing, une marque américaine en fait qu'on utilise aussi nous. Petit couteau à la ceinture. Le petit couteau, ça dépend aussi l'environnement. Mais alors, on n'a pas de machine pour trouver encore des dinosaures. Hein, ça, Il n'y a pas eu de progrès en 20 ans. ça serait trop beau. Par contre, ce qu'on voit, c'est une sorte de machine qui permet d'étudier les couches en profondeur. Hein. Ça s'appelle en fait la sismique réfraction et c'est par retour en fait des ondes sonores qu'on peut étudier la croûte terrestre. Mais je dis bien la croûte terrestre. La définition est telle qu'on ne peut pas repérer en fait un squelette. En plus, il est complet, c'est magnifique, quoi. Oui, il y a C'est ça pas aussi. comme ça qu'on les trouve, parce que dans les musées, vous les remis comme ça. Alors, dans les musées, on les remet comme ça, mais c'est dans les musées. Dans la vraie vie, en fait, c'est très rare de trouver des squelettes complets. Hein. On a souvent en fait des restes fragmentaires. Le plus souvent des dents quand on travaille sur les vertébrés, parce que les dents, c'est ce qui est le plus dur en fait au niveau de l'organisme. Donc, c'est ce qui se fossilise en fait le mieux. Des squelettes complets, il y en a quand même. Hein. On parle de conservation exceptionnelle tout de suite. Et il y a aussi des parties molles de temps en temps dans l'organisme. On a vu des excréments. Alors les excréments du tricératops, hein, parce que c'est une femelle tricératops qui est malade. Ils n'avaient pas cette taille-là, bien sûr. Hein, ou alors ils allaient tous faire leurs besoins au même endroit, je ne sais pas, mais là il y a un souci effectivement. Alors, on rigole, mais il y a des paléolatrines, si vous voulez, qui ont été découvertes en Amérique du Sud, en fait, et qui datent du Trias. Donc on est un petit Trias inférieur. On est un petit peu avant l'apparition des dinosaures. Et on a d'énormes paléotoilettes, si vous voulez, remplies de ce qu'on appelle des coprolites. Alors, ça fait tout de suite savant. Copro, c'est l'excrément, et lithos, c'est la pierre. Donc ce sont des excréments fossiles. Et j'ai envie de dire que c'est dans le besoin aussi, des fois, quand on fait de la paléontologie. Puisque ces éléments-là nous apportent, mine de rien, des informations très intéressantes. Alors on les passe au scanner, on les coupe en tranches très fines, comme des saucissons, pour pouvoir observer en fait quelle était la source alimentaire et le dernier bol alimentaire de l'animal avant la mort. Donc il y a tout un travail de reconstitution paléoécologique, paléotrophique en fait, qui est fait grâce à ces coprolites. Alors, d'autres peut-être
on va pas non plus démonter Jurassic Park. C'est un film, hein, c'est un film de... Au-delà de peut-être juste de démonter le film, peut-être tu pourrais nous dire rapidement, parce que c'est vrai qu'on a une image un peu d'Épinal peut-être de ce que c'est que le métier de paléontologue. Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Souvent on me demande la question. Et puis aussi, il y a un truc qui est intéressant pour moi dans le film, parce que une question que je me suis posée, c'est que toi tu reconstruis un petit peu les dinosaures, je sais que tu t'intéresses à savoir comment ils marchaient, ça, mais lui il a l'air de comprendre, de connaître plein de choses sur leur comportement. Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut avoir accès, et comment à partir de 3 os on peut savoir que leur méthode de chasse, qu'il faut pas, voilà, quel type de sens, comment ils vont se comporter, parce qu'il a l'air d'en savoir comme s'il avait fait de l'éthologie plutôt que de la paléontologie. Donc est-ce que tu es capable de faire ce genre de choses? Oui, alors ça dépend encore une fois du matériel fossile à l'origine, mais c'est vrai que des fois en fait on croise les données. On croise les données, c'est-à-dire toutes les sortes d'informations fossiles, les traces de pas, bien sûr, les traces de pas peuvent se fossiliser dans certains cas et elles sont très importantes en termes de paléoéthologie, de mode de locomotion, de déplacement, de vitesse par exemple. On croise ces données-là avec les données aussi paléo-environnementales, c'est-à-dire le type de sédiment, dans quel type de roche on va trouver le fossile, en sachant que la roche d'aujourd'hui, c'est le sédiment meuble. On voit beaucoup de boue à un moment, enfin régulièrement dans le film. Et le type de boue nous renseigne sur l'environnement où est mort en tout cas l'animal. Peut-être pas là où il vivait, parce qu'il peut y avoir des transports de carcasses. On parle de transport post-mortem. Mais on croise les données avec aussi des analyses sur les dents, des analyses assez fines de biogéochimie isotopique. En français, c'est l'analyse en fait des compositions chimiques des restes des organismes à l'origine pour étudier en fait reconstruire en fait les modes alimentaires. Alors de toute façon une dent, la forme de la dent grosso modo nous indique le régime. Si vous avez que des grosses dents plates et larges, vous êtes plutôt végétarien. Si vous avez des dents pointues, tranchantes, éventuellement crénelées comme c'est le cas des théropodes, on le voit à un moment, vous êtes plutôt carnivore. Si vous avez des petites dents coniques assez régulières, vous êtes plutôt de type insectivore ou plutôt de type piscivore si vous avez des nageoires. Donc on arrive quand même à croiser les données comme ça. Et puis au niveau du comportement maintenant, on passe des crânes complets dans on appelle ça des CT scans. En fait, c'est des rayons X. C'est des radios mais en 3D qui nous permettent de reconstituer en fait les structures pas vraiment ou directement cérébrales, mais les structures endocrâniennes. En fait, le volume à l'intérieur du crâne renseigne sur les différentes proportions du cortex, des lobes olfactifs, des lobes oculaires. Donc on peut effectivement dire que certains dinosaures étaient plus sensibles aux odeurs parce qu'ils ont des bulbes olfactives très développées par rapport à leurs cousins oiseaux ou inversement. Les oiseaux ont des cerveaux très développé pour la gestion du corps en 3D, c'est-à-dire l'équilibre tout simplement pendant le vol, puisqu'il s'affranchit entre guillemets du plancher des vaches, et puis on a comme ça une évolution qui s'effectue, et on retrouve chez les oiseaux actuels, on voit dans le film d'ailleurs que à un moment, il y a le jeune qui lui dit « Ah oui, mais c'est vrai, vous pensez vraiment que les oiseaux sont des dinosaures ?» Et oui, en fait, on le sait depuis le 19e avec Archaeopteryx notamment, qui est un fossile un peu iconique, oui, un fossile clé, et qui présente en fait des caractères en fait d'oiseaux, un squelette très léger, des membres assez allongés, un squelette des os creux en fait, et il présente aussi des caractères de dinosaures, c'est-à-dire des petites dents sur une sorte de protobec, une queue, et la finesse des sédiments a permis la conservation en fait des plumes. Et donc on a affaire, alors on parlait de chaînon manquant à l'époque, aujourd'hui on ne parle pas de chaînon manquant parce que l'évolution n'est pas une chaîne graduée qui va des bactéries jusqu'à l'homme, bien sûr, on parle de caractères en mosaïque, c'est-à-dire d'espèces qui présentent des caractères plutôt archaïques de dinosaures et des caractères plutôt dérivés en fait d'oiseaux. Et c'est grâce à ces fossiles-là, Archaeopteryx, maintenant vous avez toutes les découvertes qui sont faites en Chine, notamment, et qui confirment en fait l'origine dinosaurienne finalement des oiseaux. Donc grâce à Jurassic Park, et le paléontologue Grant le dit, vous ne verrez plus jamais les oiseaux comme avant.
Et d'ailleurs, il y avait des études sur la couleur des plumes aussi. Vous aviez réussi à faire trouver des indications pour reconstruire la couleur des dinosaures. Je me rappelle, il y a quelques années, ça avait fait couler. Oui, c'est des publications qui datent maintenant d'il y a 2-3 ans à peu près, et qui sont assez exceptionnelles dans le sens où, dans certains cas, non seulement on a des fossiles conservés complètement, grâce à la finesse des sédiments, et puis grâce au facteur chance, tout simplement aussi, mais en plus, les mélanosomes, c'est-à-dire les cellules pigmentaires, en fait, sont préservées. Et quand on passe des fossiles dans des équipements, enfin des microscopes, une batterie de microscopes ou de scannes, en fonction de la densité et de la forme des mélanosomes, on peut en déduire pas directement la couleur qu'avait le dinosaure à l'époque, mais les tons, en fait, les contrastes. Et on sait qu'il y a par exemple des dinosaures chinois qui étaient un peu zébrés ou un petit peu tachetés, en fonction de la position qui est restée encore préservée dans la roche des mélanosomes en question, et leur forme et donc leur densité aussi. Alors, les dinosaures font peur, mais les généticiens aussi, Alice. On a vu ce qu'ils sont capables de faire. Donc peut-être qu'on va se faire un petit coup de génétique maintenant, juste pour voir un peu ce que ça, voilà, les réactions que ça t'a donné. Je sais que tu m'as raconté plein de choses là, pendant le film. Tu as eu plein de... Et il est allumé. Donc peut-être que tu peux nous faire un petit décryptage. J'ai eu plein de réactions parce que je me souvenais très mal de ce film, je l'ai vu à la sortie, et j'avais des souvenirs de ce qu'il y avait dedans, en gros, quoi. J'avais des souvenirs de ce qu'il y avait dans le film, en gros. Je n'avais pas le souvenir à ce point-là qu'il y avait tant de découvertes, et ça m'a vraiment... Il y a de la vulgarisation, on t'explique bien. Et ça m'a vraiment fait réaliser le chemin qu'on a parcouru en génétique et en génomique depuis la sortie du film. Le film, il sort en 1993. En 1993, on n'a pas cloné Dolly encore. Dolly, c'est la première brebis qui a été clonée, pour les plus jeunes parmi l'audience. Vous n'étiez pas nés. Elle a été clonée en 96. Donc là, on clone des dinosaures. On ne savait même pas cloner une brebis à l'époque. Ils séquencent des génomes de dinosaures en quelques minutes. À l'époque, on n'a pas encore séquencé le premier génome de bactéries non plus. On a séquencé la première levure en 98. Le premier humain, ça a mis des dizaines d'années à séquencer. Maintenant, on peut séquencer un humain en quelques jours, effectivement, mais on n'en est pas encore à séquencer un dinosaure en entier. Et donc, on a fait des prouesses qui sont complètement exceptionnelles depuis plus de ces 25 ans. Et on n'est pas encore aux capacités du film. Mais on n'est pas si loin que ça sur un certain nombre de domaines. Je suis vraiment impressionné par l'aspect assez visionnaire de ce que la technologie en biologie, en génétique, allait être capable de faire dans les années qui suivent. Ça, c'est sur la technique, mais après, il y a toutes les questions, en particulier les questions éthiques, qui, j'imagine, sont encore là. Ou alors, à quel point est-ce que tu les trouves en phase avec les questions éthiques qu'on peut se poser aujourd'hui sur le clonage? Il y a quand même cette histoire avec l'ADN de grenouille, qui est quand même très intéressant. We use the complete DNA of a frog to fill in the holes and complete the code. Et puis aussi l'inattendu en science, parce que quelque part, il y a des surprises. La science, c'est plein de surprises tout le temps. Alors toutes les questions éthiques, en fait, c'est vrai qu'on... toujours. Les questions éthiques qui sont soulevées dans le film sont complètement d'actualité, et beaucoup plus d'actualité maintenant qu'on sait faire qu'à l'époque où on ne savait pas faire. Donc finalement, on ne se posait pas tellement la question de est-ce qu'on a le droit de cloner un dinosaure à l'époque où on ne savait pas le faire. Maintenant, on ne sait toujours pas cloner un dinosaure, mais on saura bientôt cloner un mammouth. On peut se poser la question de est-ce qu'on veut faire revivre le mammouth, est-ce que c'est sain pour l'environnement, est-ce qu'il vaut mieux sauver un mammouth ou sauver une espèce qui est en train de disparaître. C'est des questions qu'on peut se poser effectivement. Sur la surprise, oui, moi j'aime beaucoup l'épisode avec l'ADN de grenouille. Alors je trouve que son raisonnement va très très vite dans sa tête, c'est un chercheur d'élite. Parce que quand même, il a été confronté à une théorie scientifique nouvelle qui est que oui, on va empêcher ces dinosaures de se reproduire en permettant uniquement à des femelles de naître. Lui, il est confronté à l'échec du modèle, c'est-à-dire qu'il arrive dans la nature et il se rend compte que le biologiste qui a posé ce modèle, que les femelles dinosaures n'allaient pas pouvoir se reproduire, a manifestement
pas tout anticiper dans son modèle et qu'il va falloir le faire évoluer. Et en 3 secondes, il a la solution de pourquoi son modèle est faux et qu'est-ce qui peut expliquer le modèle. C'est effectivement cet ADN de grenouille qui va permettre à des femelles de devenir des mâles et de faire la reproduction. You know what this is? It's a dinosaur egg. The dinosaurs are breeding. But my grandpa said all the dinosaurs were girls. Amphibian DNA. Ça ne se passe pas exactement comme ça au labo. En général, quand notre modèle est mis à l'épreuve, il nous faut quelques temps pour réfléchir et trouver la bonne solution, pas mal d'expérimentation, etc. Mais je trouve que c'est quand même un joli exemple d'une part de la surprise, parce que c'est le quotidien au laboratoire. On formule une hypothèse, on la met à l'épreuve, et puis on n'a pas forcément le résultat qu'on obtenait. Et parfois, on n'a pas non plus la réponse négative au résultat qu'on obtenait. On a une troisième réponse qui est une surprise. Et en général, ça soulève des nouvelles questions en sciences, et c'est ça qui nous pousse avant, qui nous emmène vers des points qu'on n'avait pas voulu explorer, pas su explorer jusque-là, et qui nous permet de faire des vraies découvertes. Parce que si on ne travaillait que sur ce qui est attendu, on ne ferait pas de découvertes. Alors sur ce clonage, on a quand même l'impression que ce qui est important, c'est l'ADN. Donc on a une vision qui était celle qu'on apprenait quand j'étais à l'école, que en fait tout est dans l'ADN. Est-ce que ça, tu vois, est-ce que l'ADN suffit? Qu'est-ce qu'il faut finalement recréer une espèce, parce qu'il y a aussi toutes ces réflexions aujourd'hui sur Reboot Mankind, par exemple. Est-ce qu'on doit mettre des archives d'ADN humain en cas d'une catastrophe ou quelque chose? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut autre chose? C'est-à-dire, par exemple, une cellule? Quel type d'information on aurait besoin en théorie si on extrapole un peu ce qu'on sait aujourd'hui sur le clonage et pour rendre ce genre de choses un petit peu possible? Comment tu imaginerais les choses? Si j'étais Hammond et que je te dis, mais je te donne bien sûr une grant, c'est quoi, de l'argent, hein, quoi, des budgets. Vous voyez comment il faut faire pour avoir les budgets aujourd'hui? Il faut avoir un ami en costume blanc. C'est un peu difficile. Il y a prêt à tout aussi. L'ADN, ça fait quand même beaucoup de choses. Par exemple, il y a quelques années, Craig Venter, qui est une des premières personnes à avoir séquencé un génome humain aussi, ils ont recréé une bactérie complètement de synthèse en fabriquant entièrement par une machine l'ADN de la bactérie et en le réintroduisant dans une enveloppe. Alors effectivement, il faut avoir une enveloppe disponible, une membrane dans laquelle on va pouvoir mettre cet ADN. Donc il faut vider une cellule de son ADN et remettre de l'ADN à la place. Donc il faut quand même une enveloppe. Mais ça pourrait être une enveloppe, si on veut Reboot Mankind, on pourrait juste prendre une enveloppe je ne sais pas, d'un œuf de poulet ou n'importe quoi, du moment qu'on l'enlève complètement. Et donc, pour l'instant, on en est à la bactérie. D'ici la fin de l'année, on aura fait ça avec une levure. Donc la levure, c'est la levure de bière, si vous faites de la boulangerie. C'est un micro-organisme, mais c'est un micro-organisme qui est beaucoup plus proche de nous que ne l'est une bactérie. Et c'est beaucoup plus complexe en termes de génome. Par exemple, le génome est morcelé en plusieurs petits morceaux au lieu d'être en un seul gros morceau. Donc là, les biologistes auront bientôt refait un génome de levure entier, complètement de synthèse. Donc on sera capable de le faire. Et alors, maintenant, parce que toi, tu joues un peu au démiurge aussi, d'une certaine façon. Parce que vous ne savez pas, mais Jean-Sébastien recrée, quoi. Je ne sais pas si je peux dire recrée, ou tu recrées des dinosaures d'une certaine façon, puis tu les laisses évoluer aussi. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ça, parce qu'il y a le comportement des animaux. Est-ce que tu peux nous expliquer? Attends, on va se passer le micro comme ça. Hop, c'est pas mal. Et comment on fait ça? Puis je crois que tu es venu avec des exemples de dinosaures. Oui, je suis venu avec des exemples de dinosaures. Je suis venu avec des images, hein, rassurez-vous. Pour l'instant, on se contente que d'images, hein, mais on travaille en fait avec des artistes et c'est un vrai travail de collaboration. Des artistes qui sont spécialisés dans les reconstitutions paléontologiques. En fait, on les appelle des paléo-artistes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils viennent du paléolithique. Ils ne sont pas fossilisés. Donc. Ils ne sont pas encore fossilisés, mais en fait, c'est des artistes qui sont des artistes naturalistes. Et on leur donne toutes les données avant les publications. Les photos des fossiles, les dessins anatomiques, les planches en fait anatomiques, et puis avec eux, on essaie de reconstruire non pas la silhouette, mais
la musculature, couche par couche en fait. C'est le travail un petit peu inverse du médecin légiste qui va disséquer un cadavre, nous à partir de l'os, la forme de l'os, et notamment des apophyses osseuses, c'est-à-dire des excroissances naturelles osseuses qui soutiennent les tendons, vous indique en fait votre degré de musculature. Plus votre muscle est sollicité, plus votre apophyse, au niveau de l'humérus par exemple, va être développée. Et donc en modélisant tout ça en 3D et en utilisant des logiciels de sculpture 3D, on arrive à partir de scans ou de dessins qui sont remodélisés par l'artiste directement à reconstituer en fait en volume les animaux avec plus ou moins de précision bien sûr en fonction de la qualité du squelette, de la complétude en fait du squelette. Alors vous allez me dire mais comment vous faites quand vous avez un fragment de dent pour reconstruire l'ensemble en fait d'un dinosaure? On comble le vide par les éléments de grenouille. Non, pas de grenouille. J'ai mal suivi. Non. On regarde en fait l'espèce la plus proche, qui est connue complètement, enfin, qui est connue, qui présente des parties manquantes, et on fait une sorte de puzzle quand on n'a pas le squelette complet, en attendant mieux. Donc, ce que vous voyez en fait, et c'est intéressant parce que tu parlais d'histoire finalement de la génétique, que le film a été fait avant Dolly. Et en regardant les différentes reconstitutions entre Jurassic Park 1, le JP2, le JP3 et le Jurassic World, on voit une évolution. Enfin, je mets Jurassic Park World à part. Pourquoi ? Parce que les reconstitutions ils ont fait du fan service en fait, et on est retourné à une vision archaïque des dinosaures avec plein de fautes, alors que dans la saga, enfin la série Jurassic Park 1, 2 et 3, il y a une réelle évolution. C'est-à-dire dans le 2 ou dans le 3, je ne sais plus, les raptors ont des plumes parce qu'entre-temps, on a découvert en fait des raptors, des dromaeosauridés en fait, donc c'est la famille du raptor, avec des plumes un peu partout dans le monde et surtout en Chine. Donc c'est intéressant de voir que finalement, Spielberg, il a bien été conseillé par un collègue nord-américain que je connais un petit peu, qui s'appelle Jack Horner, et qui l'a alimenté correctement en fait en données, et on voit l'évolution. Mais encore une fois, je mets Jurassic World à part. Alors voilà, il y a des dinosaures derrière. Il y a ça, c'est un proto. Alors c'est pas un proto-dinosaure, c'est un autre type de reptile qui est apparu un petit peu avant les dinosaures, mais c'est pour vous montrer le travail, en tout cas le rendu en fait paléo-artistique des reconstitutions. Donc ça peut être assez précis en fait en fonction de la qualité voulue. Les paléo-artistes, finalement c'est un métier à part entière. Alors à Hollywood, ça s'appelle aussi creature designer, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes en effets spéciaux qui sont équipés de diplômes de zoologie ou d'anatomie, qui sont payés en fait par les cinéastes pour inventer des monstres. C'est le cas de Pacific Rim, c'est le cas dans Avatar, bien sûr, c'est le cas dans la science-fiction en général. Les monstres sont vraiment pensés anatomiquement, écologiquement maintenant, pour nous faire voyager et nous plonger en fait dans la fiction. Si le monstre n'est pas réaliste, vous n'allez pas le concevoir directement, mais votre cerveau va vous dire il y a un truc qui ne va pas, et ce film est limite. Voilà, Godzilla, alors il est très bien fait, il fonctionne bien dans l'eau, parce que la masse est de... On avait calculé avec Roland Lehoucq, on avait estimé la masse en fait de Godzilla en fonction de l'histoire aussi du cinéma. C'est intéressant de voir que la taille de Godzilla augmente, parce qu'on construit des tours de plus en plus hautes, et donc si vous voulez au cinéma mettre en scène un monstre apocalyptique qui destroy en fait les villes, il faut qu'il soit de plus en plus haut. Et donc, en fait, Godzilla, biomécaniquement parlant, ça marche, enfin, ça nage dans l'eau, ok, mais sur Terre, aucune chance de se déplacer correctement, quoi. Voilà, alors, cette scène-là, je l'aime bien parce que c'est une image presque photoréaliste, très trompeuse. Ceci n'est pas un dinosaure, on confond souvent, en fait, dinosaure et ptérosaure. Ceci
est un reptile volant. Et on voit des ptérosaures dans le 3, hein, tu me disais, parce que je n'ai pas très bien révisé mes leçons. Je n'ai pas fait ma bibliographie complètement. Donc c'est dans le 3. On en voit aussi dans Jurassic World, qui sont pas si mal que ça. Et celui-là, c'est un cousin en fait, du fameux ptérodactyle ou ptéranodon. On dirait un close-up. Hein. Voilà le fameux T-Rex. Alors, la question se pose, est-ce que le T-Rex, on sait qu'il mangeait de la viande, il est équipé, entre guillemets, vraiment grand carnivore. Alors, est-ce qu'il était prédateur ou charognard? La question s'est posée et a fait débat dans les congrès internationaux pendant un moment. Et on est arrivé à une sorte de consensus normand. C'est-à-dire qu'il était carnivore, prédateur, mais il ne boudait pas des carcasses qui pouvaient croiser en fait sur sa route, un petit peu comme les lionnes ou les lions en fait, les grands. Alors les hyènes c'est très charognard et nécrophage, enfin charognard plutôt, mais les prédateurs actifs qui chassent à l'affût, ils vont pas bouder une carcasse de zébu ou de zèbre dans la savane africaine. Donc c'était un petit peu comme ça aussi dans la savane du Jurassique, enfin du Crétacé pardon, pour le T-Rex, parce que bien sûr le film s'appelle Jurassic Park. Mais c'est un joli melting pot d'espèces du Jurassique et du Crétacé. C'est ça, on en parlait un peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vision de prendre toute l'époque en fait, des dinosaures et de ramener ça comme si tous les dinosaures avaient été contemporains les uns des autres. Oui. Là, on a combien de millions d'années dans le film quoi, dans le film, on va de... Il y a une sorte de voyage dans le temps avec tous ces animaux qui sont là au même instant. 150 millions d'années, mesdames, messieurs, résumé en 1h30. Vous en avez eu pour votre argent ce soir. Mais alors, c'est vrai que Cretaceous Park, ça fait pas aussi... Ah, c'est moins bien. Parce que le T-Rex est du Crétacé, les sauropodes sont plutôt du Crétacé aussi. Dilophosaurus, il est du Crétacé. Il y a principalement en fait, des espèces du Crétacé. Les ornithomimidés, enfin Gallimimus qu'on voit un moment en troupeau, c'est du Crétacé. Donc il faudrait plutôt l'appeler Cretaceous Park. Mais ça sonne moins bien, je trouve. Alice. Non, j'ai plein de choses. Tu regardes, j'ai même un papier parce que je prépare. En fait, vous croyez pas que je travaille, sauf que moi aussi, j'ai des papiers, je travaille, je les ai laissés sauf là-bas. que j'essaie d'avoir mes tout dans ma tête, mais oui, une anecdote sur le travail du scientifique. Ouais, elle va chercher dans la bouse, effectivement. Ça, c'est encore du travail contemporain de biologistes. Hein. Alors, vous rêvez tous des recherches sur le microbiote en ce moment, les machins. C'est super à la mode. Surveillez votre microbiote. Le rechercheur qui travaille sur votre microbiote, il va d'abord dans le caca. Hein. Donc vous avez toujours une image de la science où on fait des trucs super dans les labos, on a des tenues hyper design. Etc. Non, c'est pas toujours sexy. Parfois, on met les mains dans le caca. C'est pas grave, hein, c'est quand même très très enthousiasmant ce qu'on fait. Il faut y aller, mais je comprends aussi son enthousiasme quand elle sort ses bras de sa mode de bouse là, et qu'elle est focalisée sur sa recherche, ça lui trotte dans la tête, ça lui reste. Il y a quelque chose d'assez envoûtant dans la recherche en cours où on ne peut pas quitter cette idée et jusqu'à ce qu'on ait trouvé la solution, on continue, on est focalisé sur ce problème qui reste là jusqu'à ce qu'on ait la solution. Donc ça, je trouve que c'était assez réaliste de l'attitude du chercheur, à mon avis. Et alors, cette discussion au dîner avant que tout commence, où tu as quand même à la fois donc, cet avocat qui va compter les dollars, que tu as Amon qui est très excité par ce qu'il a réalisé, que tu as le mathématicien qui est un petit peu cynique, mais bon, il est là plus pour amuser la galerie qu'autre chose. Et cette discussion autour, finalement, sur l'épaule des gens, de la science que tu utilises, de la science que tu découvres, du niveau de connaissance pour utiliser, et est-ce que ça t'a renvoyé à des situations que tu as vécues, ou est-ce que ça qu'est-ce que ça te dit? Parce que moi, je trouve que c'est un passage qui est très fort en fait dans le film en termes de réflexion sur l'éthique par rapport à ce qu'on développe. Il y a bien sûr en arrière-plan le principe de précaution qui flotte un petit peu. On n'avait pas verbalisé dans On n'avait pas verbalisé à l'époque. Alors comment est-ce que
Ça t'interpelle un petit peu par rapport à ton parcours de scientifique? Est-ce que... Ça m'interpelle tout à fait. Je pense que c'est des questions qu'il est légitime pour les scientifiques de se poser. Beaucoup de scientifiques se les posent au jour le jour. Moi, j'ai la chance de ne pas faire de la recherche appliquée, donc de ne pas vraiment poser ces questions-là. Les principales questions d'éthique, nous, qu'on se pose, c'est on fait des OGM de laboratoire, donc ils ne doivent pas sortir du laboratoire. Prendre toutes les précautions pour être sûr que ça ne sorte pas. Donc faire juste attention. Mais si on faisait de la recherche potentiellement applicable, si on commence à vouloir travailler sur des OGM, à vouloir cloner, etc., le scientifique a besoin de se poser des questions de l'application de sa recherche et du fait qu'une fois qu'elle sera dans le domaine public, est-ce que ça risque de devenir utile à des fins mercantiles, à des fins terroristes éventuellement, à des fins, alors, il y a une question juste éthique, même sans parler de danger, la question d'éthique d'utiliser le biologique à des fins lucratives ou de divertissement, c'est pas si évident que ça. Ça a été fait, on a fait des animaux fluorescents verts. Lapin fluorescent, c'est une œuvre d'art. Voilà, des œuvres d'art vertes fluorescentes qui étaient... pourquoi pas en faire des animaux de compagnie. Moi, ça me pose des questions. Je ne suis pas sûre que... autant le faire pour de la recherche, je comprends. Le faire juste pour s'amuser, ça me pose un problème. Mais entre les deux, parce que là, c'est plus simplement... Est-ce que c'est juste s'amuser? C'est s'amuser et faire plein de pépettes. Ah, d'accord. Ça me pose encore plus de problèmes, mais ça, c'est chacun pour soi, dans son âme et conscience. Le savoir je vais faire l'avocat du diable, mais qu'on produit, finalement, il est pour tout le monde. C'est un savoir qui est open source, on va dire, d'une certaine façon. Tout le monde peut l'utiliser. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Je pense qu'il faut juste faire confiance à l'intelligence de tout un chacun pour faire des choses raisonnables, mais c'est pas simple parce qu'il y a des fous un peu partout quand même. Non, c'est très, en tout cas la recherche biologique est extrêmement réglementée. Il y a une réglementation qui est quasi mondiale et des consensus presque mondiaux sur ça, mais il y a encore un certain nombre de questions sur lesquelles tous les pays ne sont pas d'accord, par exemple, sur le travail sur les cellules souches. Sur les embryons, des choses comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes barrières psychologiques, et c'est vrai que c'est des barrières morales qui sont liées au vécu de chaque civilisation, et donc c'est évident qu'on n'a pas les mêmes approches. Je vois que ça vous a fait réagir, ça veut dire que vous avez plein de questions. Non? Allez. Vous restez là les deux, vous rapprochez, parce que moi je vais me balader. Un petit mammouth qui a été Il y a eu un petit mammouth qui a été trouvé en Russie. Alors, où ça en est, cette histoire? Parce qu'ils avaient pensé à le cloner, justement. Alors, et il y a une autre chose, puisque vous parlez de cellules souches. On interdit toujours de prendre les cordons ombilicaux dans les cliniques? Parce que là, c'est pas des bébés, c'est pas des spermes. Il paraît que... Alors, comment on les fout à la poubelle? Je comprends pas très bien. Je ne suis pas assez médecin pour répondre sur le cordon ombilical. Il me semblait qu'on pouvait au contraire mettre de côté le cordon ombilical de son enfant pour le sauver plus tard. Moi, je ne sais pas. Pour les mammouths, il y a effectivement eu des mammouths congelés qu'on a pu retrouver dans le permafrost entier. Le mammouth du génome est à peu près connu. Le génome du mammouth, pardon. Je suis fatiguée aussi, ça arrive. Le génome du mammouth est à peu près connu, et donc actuellement, les équipes de recherche pensent qu'ils pourraient créer. Donc techniquement, on pourrait recloner un mammouth, alors pas exactement de la même manière que pour Dolly. Donc il ne s'agit pas juste de prendre une cellule de Dolly et de prendre le noyau et de le mettre à la place du noyau d'une autre brebis. La stratégie envisagée, en fait, c'est de prendre de l'éléphant et puis de faire un peu comme ils ont fait ici avec la grenouille et le dinosaure, c'est-à-dire de mettre des gènes de mammouth dans le génome de l'éléphant en choisissant bien ces gènes-là pour que ça ait une tête de mammouth à la fin. Donc ne prendre que les caractéristiques typiques du mammouth et de les réintroduire dans le génome de l'éléphant pour faire quelque chose qui ressemblera à un mammouth à la fin, qui ne sera pas
pas complètement un mammouth, mais qui sera pas loin. C'est envisagé pour le mammouth et puis pour une sorte de... une tourterelle voyageuse des États-Unis qui voudrait réintroduire. Ceci dit, l'un comme l'autre, on pourrait le faire techniquement, mais ça se heurte aussi à des questionnements de est-ce qu'on doit le faire. Ça, c'est pas évident. Donc là, récemment, il y a pas mal d'articles sur ça. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que tu peux... Voilà, c'est quoi l'essence de ce débat? Pourquoi est-ce que... Ça a l'air gentil, un mammouth, ça va pas nous... Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'interdire de faire des mammouths? C'est quoi l'essence de ce débat? Pourquoi? Parce que c'est pas un T-Rex, on peut encore se demander, mais un mammouth. C'est vraiment un problème de désextinction des espèces. C'est vrai pour des espèces anciennes, ça pourrait être vrai aussi pour déséteindre des espèces qui sont éteintes très récemment et dont on a encore complètement le génome. La question est une question de préservation. Si vous voulez déséteindre une espèce, il ne suffit pas de faire un mammouth. Il faut aussi empêcher qu'il se rééteigne derrière. Et en fait, le coût de désextinction d'une espèce telle que le mammouth, ça serait à peu près le coût d'empêcher de 2 espèces actuelles de s'éteindre. Donc vous faites le choix entre empêcher 2 espèces actuelles de s'éteindre ou bien en recréer une qui a déjà disparu et dont on n'est pas sûr de toute façon qu'elle va retomber parce que son environnement écologique a évolué. Donc par exemple, la toundra que broutait le mammouth a complètement disparu depuis l'époque. Il n'y a plus du tout ces herbes dans la toundra et donc le mammouth mourrait de faim. Donc est-ce qu'il faut le mettre ailleurs, lui dédier des parcs? C'est vraiment très très compliqué comme... Il n'y a pas que ces préoccupations-là à prendre en compte, mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de se dire j'ai envie de cloner un mammouth. Un mammouth d'intérieur. Vous avez un grand intérieur. Bon. Non, vous êtes fatigué ce soir? Ah. C'est pour revenir sur la même question, justement, vous dites que on peut aujourd'hui savoir quelles sont les caractéristiques du mammouth versus l'éléphant. Ça veut dire que dans le génome des espèces éteintes, on sait quels sont les gènes qui codent pour du phénotype et pas ce qui n'est pas visible, justement. On connaît quand même beaucoup de génomes des espèces actuelles. C'est vraiment une excellente question. On connaît suffisamment bien les génomes des espèces actuelles pour savoir un certain nombre de relations entre le génotype et le phénotype. Et finalement, les génomes des espèces actuelles et des espèces anciennes ne sont pas si différents les uns des autres. Donc les caractéristiques morphologiques précises, on pourrait les extrapoler assez facilement. Il ne suffirait pas de beaucoup de gènes à changer pour transformer un éléphant en mammouth. J'avais pensé à autre chose, mais je ne sais plus quoi. Ça va me revenir. Bonsoir. Est-ce qu'à l'époque du tournage du film, on savait déjà, parce qu'on sait maintenant, qu'à l'état naturel, donc je précise bien naturel, il y a des espèces animales dont les femelles se reproduisent seules par parthénogenèse. Ça existe maintenant. Donc en fait, voilà, est-ce qu'à l'époque du film, parce que finalement on peut aussi penser que les femelles se reproduisent seules, sans même, comment dire, des gènes d'un mâle d'amphibien, quoi. Je me permets de répondre, même si c'est une question un peu biologique. Oui, la parthénogenèse est connue depuis au moins le 19e, je pense, et peut-être même avant, si elle n'a pas été nommée comme parthénogenèse, chez les insectes, beaucoup, notamment tout le groupe en fait Hyménoptères des abeilles, des guêpes. Il y a beaucoup de parthénogenèse chez les fourmis. Pas mal d'insectes sociaux, chez les vertébrés aussi, la parthénogenèse est connue chez certains lézards, je crois. Et ce qui est intéressant, justement, en parlant de lézards et de reproduction mâle-femelle, c'est qu'il y a certains groupes de lézards dont les œufs ne sont pas sexués, et il y a un contrôle en fait thermique qui va donner soit des mâles à partir d'un certain seuil de température, dû à l'environnement ou à des problèmes de couvaison, et inversement, si vous êtes sous le seuil, vous allez avoir plutôt des femelles. Donc c'est très plastique en fait, même chez les, j'allais dire les reptiles, effectivement les dinosaures, en tout cas les théropodes sont plus proches des oiseaux que des reptiles classiques entre guillemets, et souvent on me regarde avec des grands yeux ronds quand je dis qu'un T-Rex est plus proche d'un canari qu'un diplodocus, mais phylogénétiquement parlant, alors c'est pas de la génétique, c'est des études de relations de parenté qui sont tissées, qui sont faites d'après la morphologie des squelettes.
en fait, du squelette. On en tire des caractères et les états dérivés des caractères nous servent à relier les espèces les unes aux autres. En fait, on peut faire ça sur des molécules, hein, la phylogénie moléculaire, sur différents types d'ADN. Et donc, même si on n'a pas de génome, on peut tisser des liens de parenté entre les espèces. Heureusement, parce que sinon, je serais au chômage technique, là. Je voudrais poser une question sur le terrain juridique. Par exemple, cette histoire de clonage du mammouth. Donc, actuellement, on en a trouvé sur le sol russe, j'imagine. Donc, est-ce que c'est du ressort des États? Est-ce que si l'État russe décide qu'on peut cloner un mammouth, ça va se faire? Ou est-ce qu'il y a un vide juridique complet? Voilà. Bon, là, les gens qui veulent cloner des mammouths, c'est des Américains. Donc, de toute façon, ça sort du terrain, du territoire. Je ne sais pas s'il y a un vide juridique complet. Tu fais comme le dinosaure, il mange l'avocat tout de suite. Après, il est tranquille, on peut faire de la science. Mais c'est effectivement une excellente question parce que si le mammouth si l'espèce est uniquement connue en Sibérie, le mammouth fait partie du copyright patrimonial russe. Et donc les Russes devraient demander en fait un droit de photocopie entre guillemets de ce fragment-là de leur patrimoine. Alors bien sûr, la Russie n'existait pas à l'époque des mammouths. Donc peut-être que d'autres avocats vous diront qu'il y a gain de cause parce que, etc. Donc là, je pense qu'il y a un vide juridique et on ne brevette pas le vivant jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec la théorie du chaos? Bah, c'est le bazar, quoi. Mais en fait, oui, il y a un lien. La nature, c'est le bazar, ils le disent bien tout le temps. On ne sait pas ce qui va se passer. Tu as dit, voilà, tu le sors du laboratoire, on ne sait pas ce qui va se passer. On a des théories, et les théories, en général, on prédit les choses, et puis on se trompe souvent. C'est pour ça qu'il a beaucoup de courage, ton collègue, de se mettre en face du dinosaure, de ne pas bouger, de dire, si tu ne bouges pas, il ne va rien se passer. Parce qu'il croit vraiment dans sa théorie et dans son modèle. Et je peux vous dire, des scientifiques qui ont ce courage-là, j'en connais pas beaucoup, hein. Parce que c'est pas une détection de particules dans un accélérateur, là c'est quand même un truc où c'est une sacrée prédiction. C'est pour ça que je te posais la question en termes du comportement. Après, je sais pas si la théorie du chaos, je pense que c'est une plaisanterie. D'ailleurs, comme on avait Jeff Goldblum, c'est quand même un truc assez... Il a un beau rôle de mathématicien dans ce film-là, et je trouve que il y a un côté un petit peu décalé plus qu'autre chose. Mais je suis pas sûr qu'il y ait plus profond que ça. Le chaos a plombé l'ambiance. Alors... Non, mais il y a une belle capacité d'inventivité du vivant, effectivement. Et du coup, on peut avoir beaucoup de surprises avec le vivant. Et de là à dire que c'est imprédictible... Ah non, vous vous grattez les cheveux simplement. Il ne faut pas faire ça en classe. Et le prof, il a l'impression que tu veux poser une question et tout ça. C'est horrible. On voit Grant se réjouir pendant le film lorsqu'il aperçoit des dinosaures et qu'il étudie leur comportement in vivo. Et du coup, je voulais savoir si vous utilisez, vous, par exemple, des ordinateurs, l'intelligence artificielle, pour essayer de créer des modèles comportementaux pour des espèces disparues. Alors oui. Dans certains cas, on a fait ça une fois avec des scénographes, des muséographes et Marc Boulet, le collègue paléoartiste en question, mais pas trop pour la recherche, plus pour le fun en fait, parce que le zoo de Bordeaux a viré en fait des émeus d'un enclos. Ils sont partis en fait dans un autre parc zoologique et on a proposé en fait au directeur du parc d'habiller l'enclos de réalité virtuelle avec 3 raptors, si je me souviens bien, 3 ou 4 raptors qui étaient modélisés donc en RA avec une intelligence artificielle, avec une IA arborescente bien sûr et différente en fonction des trois individus. Mais ce qui serait intéressant, c'est de se pencher plus sur la question en termes de recherche fondamentale. Est-ce que en termes de groupe, on peut valider certains modèles en fait, qu'on a plus ou moins vaguement en fonction du rendu des fameuses cavités cérébrales. Mais voilà, on est vraiment en fait à l'aube de ce pan de recherche, parce que l'IA, ça emploie rapidement des quantités assez phénoménales
de mémoire, d'énergie aussi. Donc il faut quand même des outils assez costauds pour pouvoir faire de l'IA correctement, c'est-à-dire chaotiquement. Bon, merci. Juste, donc, est-ce qu'on va passer, comme d'habitude, avec Anaïs de la librairie Caribe, qui va nous présenter quelques petits ouvrages, mais juste pour dire que tu as quand même pas mal écrit sur ce genre de choses, et en particulier, tu n'as pas utilisé que les dinosaures, tu as aussi étudié les aliens, parce que finalement, on peut utiliser ce qu'on fait sur les dinosaures pour étudier les aliens. Tu as un livre avec Roland, qui est notre ami commun, sur combien de doigts a un alien. Donc, si vous voulez savoir combien de doigts a un alien, il a aussi des choses à dire, parce que tu sais combien de doigts a un dinosaure, certains dinosaures. Et donc il y a des techniques que tu peux utiliser. Et je pense qu'en termes de décryptage de films aussi, vous faites beaucoup, en particulier là, avec la rubrique dans Pour la science que vous avez tous les mois, où voilà, ils prennent des choses comme ça et puis ils font des analyses paléonto-physico, chimico, tout ce que tu veux, de ces espèces, voir si elles font un sens. Voilà. Donc Anaïs, comme chaque fois, tu nous as amené 3 ouvrages. Donc je te laisse nous les présenter. Tiens, je te donne mon micro, je vais chercher l'autre. Ok, bonsoir. Donc Anaïs, librairie Caribe, 129 rue de Charenton. Dans le 12e. Dans le 12e. C'est parce que je m'entends avec celui-là. Ah oui, celui-là, il a beaucoup de retours. Donc je suis un peu lège en dinosaures. Je suis vraiment partie sur le côté clonage, manipulation génétique, etc. Et donc j'ai commencé avec Paolo Bacigalupi, La fille flûte et autres fragments de Futur brisé, qui est un recueil de nouvelles de Paolo Bacigalupi, donc. Et notamment la première nouvelle, qui est la nouvelle qui s'appelle La fille flûte, part justement du même principe de trafiquer du vivant à but de divertissement et artistique. C'est une nouvelle assez cruelle qui pose la question de justement à quel point on peut jouer sur le vivant, à quel point on peut transformer les corps et contraindre les esprits aussi dans la foulée. C'est une ambiance tout à fait décadente où on suit donc cette jeune fille flûte pour son premier spectacle. Elle va être présentée à la foule et c'est exactement ce qu'elle est, une fille flûte. Et il y a toute une question de domination, de contrôle, de jusqu'à quel point on peut se permettre ça et quelle peut être la réaction de l'objet. Toutes les autres nouvelles de Paolo Bacigalupi abordent en toile de fond, quelque part, les modifications génétiques, les questions génétiques. C'est de la vraie bonne SF d'aujourd'hui avec des vraies questions d'aujourd'hui. C'est hyper bien. Chaque nouvelle change d'ambiance. Il a une façon assez forte de produire des très belles ambiances. Donc voilà, je recommande. Ensuite, j'arrive avec quelque chose de plus ancien, qui date de 1989. C'est Reproduction interdite de Jean-Michel Truong, SF française, qui a été... Alors, il a été repris un petit peu en 2015, donc il y a des choses qui ont été un peu remises à jour dedans. C'est un livre génial, vraiment. On suit... C'est pas une narration normale, c'est-à-dire c'est un dossier. C'est tout un tas d'extraits. Ça commence avec un échange peut-être de mails ou une correspondance entre deux personnes, manifestement de services secrets, pour savoir s'il faut exfiltrer ou neutraliser un dénommé Bill dans une opération qui a été manifestement soit réussie, soit compromise, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Et s'ensuit tout un catalogue d'écoutes téléphoniques, d'historiques de recherche, de rapports d'activité, d'articles de journaux, etc., qui permet de retracer en fait de quoi on parle, de quelle situation on parle. Et ça commence par 3 faits divers. Il y a une émeute dans une prison en Alsace. Il y a le suicide d'un scientifique qui avait démocratisé le clonage humain des années auparavant et puis qui est retrouvé pendu dans un hôtel pourri. Et une vieille affaire qui remonte de prostitution de clones de personnalités célèbres. Et petit à petit, on suit ces pièces de dossier. Il y a un flic et un juge qui mènent l'enquête ensemble, qui sont tenaces et qui vont aller gratter dans des endroits où ils ne devraient vraiment pas.
Et plus ça va, plus on découvre que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus monstrueux que ce qu'il n'y paraît. Et par petites touches derrière, dans leurs échanges, on devine qu'on est dans un futur où le clonage, effectivement, s'est démocratisé, a été généralisé. Et tout le livre va être comment on en est arrivé à faire sauter des verrous moraux pour arriver à utiliser à ce point du matériel humain. Et dans quelles conditions et de quelle façon. Et c'est toute la question du rapport à la médecine, à l'Église, aux politiques, qui infuse comme ça à travers l'enquête. Mais on suit ça comme un vrai polar, c'est rugueux, c'est comme un coup de poing, il y a des personnages qui sont géniaux. Voilà, c'est un vrai super bouquin d'enquête. Et le dernier, le chouchou. Donc si celui-là était génial, le chouchou, il va être ça a été super dur de choisir quoi. entre les deux. Et le chouchou, c'est l'apprenti du philosophe. Alors là, ça va pas être facile parce que je peux pas vous dire grand-chose. Donc le personnage principal, c'est Mason Ambrose, qui est un philosophe qui a raté sa validation, je crois, ou quelque chose comme ça, mais qui est chargé par une riche scientifique. C'est de la science-fiction. Je te remercie. Vous savez, on a laissé une petite boîte à la sortie. Non, enfin là, on parle d'une riche scientifique du genre qui a une île privée paradisiaque dans laquelle elle a fait des transformations, elle fait des tests d'espèces, etc. Enfin, elle a refait un petit paradis terrestre qui ressemblerait à autre chose en bricolant des trucs et tout. Et elle embauche ce philosophe pour faire l'éducation morale de sa fille qui a eu un accident. Elle a un bris au cerveau, c'est ce qu'on dit en tout cas à ce mec-là, qui fait qu'elle a plus de sens moral et elle a plus de souvenirs. Alors, vu qu'on en parle dans le cadre de Jurassic Park, de trucs génétiques, on se doute assez vite que, en réalité, Londa, la jeune fille en question, est une adolescente qui n'a que quelques semaines. Et que si elle n'a pas de souvenir et pas de sens moral, c'est parce qu'elle n'est pas passée par la case expérience humaine, en fait. La question qui se pose dans toute la première partie, c'est comment on établit une relation avec quelqu'un qui vient de naître, mais qui est déjà formé. Comment on introduit un sens moral chez quelqu'un, parce que dans quelle mesure elle est brillante, cette personne, elle a des capacités monstrueuses, mais est-ce qu'elle fait semblant? Est-ce qu'elle intègre les codes à la lettre? Et est-ce qu'elle en intègre l'esprit? On ne sait pas. Et en parallèle, elle est pourri gâtée par sa mère. Et puis arrive un joli virage parce qu'à un moment, elle grandit et il va falloir sortir de cette île, il va falloir découvrir le monde. Qu'est-ce qu'elle va introduire dans le monde et qu'est-ce que le monde va produire sur elle? Et on suit ça du point de vue de ce philosophe qui a une relation un peu trouble, qui, comment dire, la question qui se pose aussi avec Londa, cette adolescente, c'est aussi la question des embryons. Parce qu'elle est arrivée à maturité, il y en a plein qui ne sont pas arrivés à maturité. Et puis, il y a des questions qui commencent à arriver dans le monde en même temps qu'elle, son secret de fabrication, et qui posent plein de questions, notamment par rapport à la maternité, par rapport à l'avortement, par rapport à la gestion des embryons. C'est un virage qui est assez magnifique, qui est hyper humain, hyper sensible. Et James Morrow, c'est vraiment quelqu'un qui a le don pour aborder des sujets graves avec une certaine légèreté, avec quelque chose de très élégant, de très... je ne sais pas comment dire, c'est vivant, c'est vraiment vivant. Et voilà, c'est un très beau livre. Merci beaucoup. Donc merci Anaïs. Merci à Alice et à Jean-Sébastien pour tous leurs éclairages, leurs réponses. On se retrouve le mois prochain, ce sera un film, c'est Real, c'est un film japonais. Et vous verrez, il y a un lien avec celui d'aujourd'hui, parce qu'il y aura un dinosaure qui va se blaser. Cette fois-ci, ce sera un plésiosaure, mais pas du tout dans le même style, vous allez voir. Donc on vous retrouve le mois prochain. Et puis là, on continue à discuter. Merci beaucoup.